Le MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad et le Haut Conseil de l'unité de l'Azawad, deux groupes armés qui occupent le nord du Mali, ont été reçus hier soir par le président du Faso. Cette visite s'inscrit dans le cadre des négociations pour une sortie de crise définitive au Mali. Et puis, le Burkina Faso est à la recherche d'un promoteur privé d'électricité. Le Conseil des ministres de ce jour a donné carte blanche au département en charge de l'énergie de recruter un fournisseur indépendant. Bonsoir à tous et merci de suivre les informations sur la télévision du Burkina. Je vous l'annonçais dans les titres, des représentants du MNLA et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad étaient chez le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Les échanges avec ces groupes armés qui occupent le septentrion malien s'inscrivent dans la dynamique des discussions engagées pour trouver une solution à la question du Nord Mali. Reportage Adama Koulibaly. À 2 mois de l'élection présidentielle malienne, la situation politique demeure toujours dans la confusion. Et pour justement instaurer un cadre favorable à la tenue de ce scrutin, le Mouvement national de libération de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ont été reçus par le président du Faso, médiateur dans cette crise. Sur les conditions pratiques du dialogue, peu de choses à filtrer. Nous sommes venus voir le président du Faso pour lui prouver encore une fois la bonne foi du Mouvement national de libération de l'Azawad à aller vers la table de négociation pour trouver une issue favorable à la crise qui nous oppose au Mali. Nous sommes tout à fait disposés à discuter parce que nous savons que c'est la seule manière d'amener une paix durable dans la zone. Au moment venu, nous allons vous dire les points sur lesquels nous allons discuter. Au moment venu, on ne peut pas les débattre. Ces groupes armés du Nord-Mali se disent donc prêts pour les négociations basées sur les différentes résolutions, dont la 2100 des Nations Unies, relative au déploiement d'une mission de paix dans la région de Kidal pour que celle-ci puisse être au rendez-vous du 28 juillet prochain. En marge du 21e sommet de l'Union africaine en Éthiopie, le président du Faso a eu des entretiens avec des personnalités. Il s'agit du président Omar El-Béchir du Soudan, du président de l'Organisation internationale du travail, du représentant de la force en attente de l'Union africaine et du président de la commission de la CEDEAO. Des détails avec Fousseni Kindo. Guy Ruderch, le président du Faso. Le directeur général de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, est venu solliciter l'appui du Burkina Faso pour l'organisation d'une rencontre de haut niveau sur les 10 ans du travail décent à Ouagadougou. Ça fait 10 ans que nous nous sommes réunis à Ouagadougou pour pencher sur ces questions. Je trouve qu'aujourd'hui, nous célébrons ici le 50e anniversaire de l'Union africaine. Un moment d'optimisme pour l'Afrique. C'est bien un rendez-vous très important qui s'approche à Ouagadougou l'année prochaine. Et notre organisation, l'OIT, compte jouer son rôle avec les autorités burkinabées. Autre personnalité reçue par le président du Faso, le général Sekouba Konaté, venu remercier Blaise Compaoré pour son rôle joué en Guinée-Conakry en faveur de la paix et de la démocratie. J'ai profité de l'occasion aussi pour poser ce problème-là au président parce que c'est les grands baobabs de l'Afrique. Et ces gens, ils sont écoutés par les grands de ce monde-là pour qu'ils puissent nous aider, pour que dans la rapidité, pour qu'on puisse mettre cette force-là en place pour des interventions éventuelles. Le président de la commission de la CEDEAO a été également reçu par le chef de l'État burkinabé. Pour Kadri Désiré Ouedraogo, c'est juste une visite de courtoisie. Il était donc tout à fait normal que je vienne échanger avec lui, lui dire ce que nous sommes en train de faire et également savoir de sa part l'évolution de la situation et sa vision de l'ensemble pour que nous puissions faire progresser toutes les situations que la CEDEAO suit. Dans la matinée du dimanche 26 mai, le président du Faso s'est entretenu avec le président soudanais Omar El-Béchir. Rien à filtrer de l'entretien entre les deux chefs d'État. Le Conseil des ministres de ce jour a autorisé le ministère des Mines et de l'Énergie à recruter un promoteur privé d'électricité. Il a également examiné un projet relatif à un accord de prêt pour le financement et la construction de 1000 logements sociaux. La situation du budget de l'État au 31 mars 2013 a également fait l'objet d'examen.
de même que le transfert du préscolaire et du poste scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Des précisions avec Adama Koulibaly. Au 31 mars 2013, l'exécution du budget de l'État pour l'exercice en cours se déroulait normalement malgré quelques difficultés. C'est ce qui ressort de ce conseil hebdomadaire des ministres sur le rapport relatif à la situation du budget de l'État. Dans l'ensemble, on note une bonne tendance dans le recouvrement des recettes propres. Cependant, des difficultés ont été relevées au niveau de l'exécution des dépenses et également au niveau de l'exécution du plan de passation des marchés et du plan de déblocage de fonds. Pour cela, des recommandations ont été formulées à l'endroit de tous les ministères et institutions pour que les diligences nécessaires soient mises en œuvre pour pouvoir améliorer l'exécution du budget pour les trimestres à venir. Au titre du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, il a été question d'un accord de prêt pour le financement de 1000 logements socio-économiques. Nous avons adopté donc un projet de loi portant ratification d'un accord de prêt que le Burkina, à travers donc le ministère de l'Économie et des Finances, a contracté auprès de Exim Bank End, qui porte sur presque 11 milliards 500 millions pour la construction de 1000 logements. 1000 logements avec 500 logements pavillonnaires, 260 également, plus après 20 immeubles de R+2. L'ambition en contractant ce prêt, c'est booster davantage le programme 10 000 logements. Les constructions vont se faire en s'inspirant donc de l'expérience indienne. Et puis l'autre objectif également, c'est continuer la densification de l'armature urbaine par des constructions en hauteur. Et tout cela, c'est dans le but donc de construire des logements de type social et économique pour les couches, en tout cas défavorisées. Pour résoudre les problèmes énergétiques récurrents au Burkina Faso, au titre du département en charge de l'énergie, le Conseil a examiné 2 rapports, l'un sur le recrutement d'un second fournisseur d'électricité et l'autre sur les promoteurs de centrales solaires. Le premier dossier concerne donc la reprise de l'appel d'offres portant donc sur un producteur indépendant d'électricité. Il vous souviendra qu'en mai 2011, cette autorisation avait été donnée, la procédure a été entamée. Malheureusement, au finish, nous n'avons pas eu d'entreprise qui répondait aux critères. Donc le Conseil des ministres nous a autorisé à reprendre cet appel d'offres avec l'appui de la Société financière internationale, la SFI. Le deuxième dossier concerne donc l'installation des centrales solaires dans notre pays. Le Burkina Faso a fait l'option de vulgariser l'énergie solaire afin d'augmenter l'offre d'électricité. Le gouvernement donc a décidé de mettre en place une commission interministérielle qui va donc analyser l'ensemble des dossiers que nous avons reçus jusqu'à présent et retenir 2 ou 3 dossiers qui feront l'objet de discussions afin donc de pouvoir avoir les premières centrales solaires au Burkina Faso, mais cela indépendamment du financement que nous avons déjà obtenu pour la centrale des Aktouli et du projet donc porté par la SEMAFO. Le transfert du préscolaire et du poste primaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en discussion depuis quelques années est en passe de se concrétiser avec un projet de décret à cet effet. C'est une loi d'orientation qui avait déjà déterminé cela depuis 2007. Et le gouvernement n'a fait que tout simplement rendre opérationnelle une loi qui a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale depuis l'année 2007. Il faut reconnaître aussi que les orientations que le gouvernement a données, c'est de dire d'organiser tout un travail d'abord de construction et de concertation avec l'ensemble des acteurs pour nous assurer justement que l'application de cette loi-là, elle se fait avec l'ensemble des acteurs du système éducatif, que ce soit les syndicats, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit la communauté éducative du Burkina, mais aussi la société burkinabé, à qui il échoit bien sûr la détermination des besoins éducatifs pour que le Burkina puisse effectivement remplir aussi sa mission d'émergence. Le directeur général des douanes a effectué une tournée ce week-end dans la direction régionale des douanes de l'Est. Il s'est agi pour Jean-Sylvestre Sam de s'enquérir des conditions de travail des hommes sur le terrain et de leur expliquer l'objectif du processus de modernisation de l'administration douanière. Reportage Nyarkiteda.
L'accueil est solennel avec un art militaire exécuté à la perfection. La région douanière de l'Est ouvre ses portes et son cœur au directeur général des douanes, Koulibaly Jean-Sylvestre Sam. Dans cette région, 132 hommes et femmes coiffés du béret noir font équipe avec l'inspectrice divisionnaire Pulchéri Dabiré Somda pour mobiliser des recettes au profit du trésor public. Pour ce qui concerne la région de l'Est et pour cette année 2013, nous avons un objectif de recouvrement d'environ 1,875 milliard. À mi-parcours, à fin avril 2013, nous avons déjà pu mobiliser environ 735 millions de francs CFA. Et nous pensons que soit un taux de 128% sur la période et un taux annuel de 39%. Rester à 350 km et recevoir 350 km de Ouagadougou et recevoir son directeur général, ça ne fait que mettre un peu de l'encouragement dans tout ce que nous faisons chaque jour. Pognoa, Nadiagou, Fada, Tansarga, Botou, Kantiari et Bogandé, le périple fut long et certains offices des douanes difficiles d'accès, avec au bout de dures conditions de vie et de travail, le tout baignant dans un environnement de plus en plus hostile. Au-delà des préjugés, qu'on sache que le douanier, ce n'est pas seulement le contrôle, sur les voies, ce n'est pas non plus dans les grands offices de Ouagadougou et d'ailleurs, mais c'est aussi des agents qui travaillent dans des villages, parfois des hameaux de moins de 1000 âmes, sans eau, sans électricité, et qui, contre vents et marées, sont obligés de traquer la fraude, de jour comme de nuit, sous le soleil, parfois sous la pluie, pour renflouer les caisses de l'État. Écouter pour mieux agir pour mieux collecter, aucune opinion n'a été de trop. Au bureau des douanes de Kantiari et de Nadiagou, tout comme dans les postes de douane et dans les brigades mobiles visitées, les langues se sont déliées et les besoins portés. À court terme, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons mettre à leur disposition en termes d'infrastructures, infrastructures à usage de bureaux et des infrastructures à usage de logement. C'est aussi de voir si nous pouvons les doter conséquemment en habillement, en armes et en munitions. Et également en ressources financières pour leur permettre d'accomplir leur mission dans des conditions optimales. Le dialogue multi-acteurs pour briser les obstacles et mobiliser plus de ressources est le bras armé de la nouvelle dynamique enclenchée par la Direction générale des douanes. Le maître d'œuvre, Jean-Sylvestre Sam, ira dans les prochains jours expliquer la nouvelle méthode de travail à des offices de notre région douanière. Le tabac, un produit toxique donc nuisible à la santé, est cependant de plus en plus prisé, surtout chez les jeunes. Les membres du comité de lutte anti-tabac renforcent leur capacité pour mieux combattre le fléau. Oumou Sissé et Nyakiteda. Le comité national de lutte contre le tabac veut mettre en place une nouvelle stratégie pour lutter contre le tabagisme. Réunis à Ouagadougou, ses membres vont mesurer l'ampleur du phénomène et définir une feuille de route pour protéger les générations présentes et futures. Et la semaine dernière, on a installé le comité national de lutte anti-tabac. Il était bon que les membres de ce comité-là soient suffisamment armés pour effectivement jouer leur rôle pleinement dans le cadre de la lutte anti-tabac. C'est pourquoi nous avons institué cette formation qui leur permet de savoir d'abord ce que c'est que le tabagisme, quels sont les dangers du tabagisme et surtout dans le cadre de l'organisation de cette lutte-là, qu'est-ce qu'on attend spécifiquement d'eux. Le tabagisme prend de plus en plus de l'ampleur au Burkina Faso et touche surtout le milieu des jeunes et des femmes. C'est une préoccupation parce que même s'il n'est pas élevé dans son ensemble comme dans les pays asiatiques, les grosses craintes qu'on a, c'est que ce taux est en croissance. Et en croissance dans des milieux qui sont des milieux très sensibles pour nous, notamment le milieu des jeunes et le milieu des femmes. Donc c'est très important que nous puissions dès à présent, sans attendre que ces taux-là atteignent des niveaux alarmants, commencer à appliquer des méthodes de lutte. Des méthodes qui seront développées au cours de cette rencontre afin d'asseoir une stratégie efficace pour stopper le tabagisme au Burkina Faso.
Les habitants de Gondé dans le Soum n'ont plus besoin de faire de longues distances pour accéder aux soins de santé. Le village dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale. L'infrastructure a été construite par la Société des mines de Belaourou. Son inauguration avec toujours Nyarkiteda. Derrière cette joie de danser se cache en réalité une autre, celle de recevoir cette bâtisse. C'est une offre de la Société des mines de Belaourou, détenue par Avo7 Mani et l'État burkinabé et qui est titulaire du permis d'exploitation de la mine d'Inata. Ces joyaux servent désormais de dispensaire pour les populations de Gomdé et des environs. Il a été réalisé à près de 50 millions de francs CFA et comprend une salle d'attente, une salle de consultation, une salle d'hospitalisation, un magasin et un logement pour infirmiers. En tant que société minière, il est de notre devoir de promouvoir le développement durable et c'est dans ce cadre qu'on fait ces investissements au niveau des communautés qui sont impactées par la mine. C'est un investissement important que la société est en train de faire au bénéfice des populations riveraines de la mine et nous les exhortons sincèrement de pouvoir bien maintenir cette infrastructure et nous serons là aussi pour essayer d'assister lorsque besoin en est. À la cérémonie d'inauguration, les populations ont émis le souhait d'avoir une maternité, ce qui permettra de transformer le dispensaire en un centre de santé et de promotion sociale CSPS. Une doléance qui a trouvé un écho favorable puisque la société s'est engagée à le faire dans les tout prochains mois. En entendant la concrétisation de cette promesse, l'on se félicite déjà de la réalisation du dispensaire qui portera désormais le nombre de centres de santé à 2 dans la commune de Koutougou, d'où relève le village de Gomdé. Nous, on va rentrer dans les populations sensibles, les femmes, les hommes, conseillers, les chefs de coutumiers, tous les leaders dans les communes, venir dans les CSPS à Gomdé ici. La fondation Avo7 Manning bénéficie du soutien du groupe Total qui, à cette occasion, a remis un chèque de plus de 6 millions de francs CFA pour les activités d'aide de la société minière de Belaourou en faveur des populations des localités riveraines de la mine d'or d'Inata. La RTB Télé fait un pas vers la numérisation de ses équipements. Après l'acquisition d'un cadre de production numérique, l'heure est à la formation des agents. Réalisateurs, caméramans, ingénieurs de son et machinistes se familiarisent à l'utilisation judicieuse du nouveau car. Reportage Karim Patrick Namono. Du car OB2 à la nouvelle acquisition OB3, la radiodiffusion télévision du Burkina marche de l'analogie vers le numérique. Tenez, de 8 moniteurs pour 8 caméras, on passe à un seul écran divisible à souhait pour la même finalité. Une formation s'impose donc pour la maîtrise de cette nouvelle technologie dont en voici le cœur. Et à partir d'ici, comme je disais, par toutes les informations que doivent recevoir les personnes qui travaillent autour du ventre, disons les caméramans, les assistants, les opérateurs, qui sont dehors. Parce que ça s'appelle Production Room parce que ce sont les responsables de la production qui travaillent ici. La formation se déroule sur les 4 compartiments du car de production. La zone d'alimentation électrique, celle de réglage central, le studio de production et la régie audio. Les prises de vue, premier maillon de la chaîne de production audiovisuelle, sont ici l'objet d'une mise à niveau des cadreurs. Les connaissances acquises leur permettront de rendre opérationnel le nouveau véhicule de production. Sur un autre site, on retrouve les réalisateurs, les monteurs et les infographes pour un renforcement des capacités dont le but est de donner une nouvelle identité à la RTB. L'idée, c'est-à-dire que plus l'identité de la chaîne est définie, puis elle se démarque des autres chaînes puisqu'elle a sa propre spécificité. Un nouveau visage pour une nouvelle identité de la RTB, c'est aussi une quête partagée par les techniciens venus des RTB2, Centre, Sud-Ouest et des Hauts-Bassins. Cette formation va permettre aussi d'uniformiser l'habillage des chaînes régionales qui sont les RTB2. Toutes ces formations concourent aux mêmes ambitions. Faire de l'appropriation du numérique une formalité avant l'échéance de 2015. Le phénomène d'enlèvement des adolescentes à des fins de mariage forcé perdure dans la région de l'Est. Ce sont les conclusions d'une étude menée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Selon l'étude, l'enlèvement de ces filles se fait souvent avec la complicité des parents. Des précisions avec Karim Patrick Namono.
Adolescentes et innocentes, voici des proies potentielles pour des prédateurs motivés par le mariage forcé. 12% des rapts ont cours en route, 73% dans les concessions et dans un faible pourcentage au marché, selon le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Sur l'ensemble de la région de l'Est, une femme sur 10 âgée de 14 à 25 ans affirme avoir déjà été victime de rapt. Victime résignée, Fatih Tiara, 17 ans, Odianto Boyediba, Aimé, 14 ans, ont payé cher leur liberté. Mon kidnappeur m'a fait la cour à 3 reprises. J'ai refusé ses avances parce que je ne l'aimais pas. Il m'a donc enlevé pour me cacher au Ghana. Moi, je veux avorter de la grossesse de mon kidnappeur. On m'en a dissuadé, mais je ne sais quoi faire de l'enfant qui va naître. Grossesse précoce pour l'une, enfant à charge pour l'autre, les conséquences des enlèvements vont au-delà, viol, fistules et torture morale. Ces chefs coutumiers, ces leaders associatifs et ces représentants de l'administration régionale ont donc pour mission de proposer des stratégies pour annihiler les rapts. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ce que nous avons entamé. Il faut informer, il faut expliquer, il faut sensibiliser. Parce que ce n'est pas avec les textes que vous allez amener les gens à changer. Fatih Tiara et Odianto Boyediba Aimé pensent aujourd'hui leurs blessures à l'action sociale de Fadangourma. Au-delà de ces deux miraculeuses, combien d'adolescentes devront encore souffrir d'enlèvement si rien n'est fait? Le corps sans vie d'un enfant de 9 ans a été retrouvé ce soir dans un caniveau à proximité de la direction des impôts du centre sur l'avenue Charles de Gaulle. Pour l'instant, les raisons du décès ne sont pas encore connues. Cependant, les témoignages recueillis sur place évoquent la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Ouagadougou dans la soirée du 27 mai. L'intéressé serait un élève de l'école Bogiam. Il aurait été emporté par les eaux de pluie. De retour de l'école, les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ont procédé au constat d'usage. Aux dernières nouvelles, les parents du défunt sont venus sur les lieux du drame et c'est une mère dans la désolation que nos reporters ont laissé sur place. Nous reviendrons donc dans nos prochaines éditions sur cet incident. Et puis, le président nigérien tente de rassurer les populations d'Agadez après les attentats contre un camp militaire de la ville. Pour Mahamadou Issoufou, les terroristes sont venus du sud de la Libye voisine. Il promet tout mettre en œuvre pour faire face au terrorisme. La vie reprend timidement à Agadez, 5 jours après l'attentat suicide contre le grand camp militaire. Les habitants vaquent à leurs occupations, mais le cœur n'y est pas. Ils sont pour la plupart gagnés par l'inquiétude. Un sentiment à l'origine des réunions d'urgence qui se multiplient dans la principale ville du Nord Niger. Parmi les participants, des ex-rebelles touaregs nigériens. Ils redoutent la stigmatisation, comme l'ensemble de la population locale. Les populations ont peur d'AQMI, elles ont peur des réactions de l'armée par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'on pense qu'il peut y avoir de complices au niveau de la région d'Agadez, donc les populations ont peur. Sur la scène du crime, encore visibles d'importants dégâts matériels, mais aussi les débris du véhicule utilisé par le kamikaze. Les autorités nigériennes tentent de rassurer les habitants d'Agadez en affirmant qu'ils n'ont aucune responsabilité dans l'attaque de jeudi dernier. Le président Issoufou accuse plutôt la Libye. Je le confirme, l'ennemi qui nous a attaqués à Agadez et à Arlit vient du sud libyen, d'où parallèlement une autre attaque est préparée contre le Tchad. D'après les autorités nigériennes, leur pays et le Tchad sont désormais dans le viseur des islamistes radicaux. Niamey promet que les deux États mettront tout en œuvre pour faire face à la menace terroriste.
On s'arrête là pour cette édition. Merci de votre attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.